Bonjour à tous et bienvenue sur la Libre Antenne. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas Alexandre. Celui-ci est indisponible à cause du confinement. Je le remplacerai donc jusqu'à son retour. Je m'appelle Quentin Marie, vous m'avez déjà entendu sur quelques émissions précédentes et je vais tenter de faire au mieux pour cette tâche qui m'est confiée. Alexandra, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Monsieur V, bonjour. Bonjour. Bienvenue également, la première fois qu'on l'entend, c'est incroyable. On démarre sans plus attendre. Allô? Allô, le central? J'écoute. Et donc l'école est notre trésor collectif. C'est ce qui permet dans notre société de bâtir ce commun qu'est la République. Or là aussi, nous avons vu des dérives, nous voyons des contournements et nous avons un combat à mener. Aujourd'hui, plus de 50 000 enfants suivent l'instruction à domicile, un chiffre qui augmente chaque année. Chaque semaine, des recteurs et des rectrices découvrent des cas d'enfants totalement hors système. Chaque mois, des préfets ferment des écoles, entre guillemets, car elles ne sont pas déclarées même comme telles, illégales, souvent administrées par des extrémistes religieux. Partout sur notre territoire, le phénomène que nous voyons est simple. Des parents d'élèves qui viennent voir le directeur ou la directrice d'école et qui disent « le cours de musique c'est terminé, sinon il ne reviendra plus. La piscine avec les autres c'est terminé, sinon il ne reviendra plus. » Il y a ensuite des certificats pour allergie au chlore qui sont donnés, puis des absences répétées. Et enfin, la déscolarisation. Nous allons l'inscrire au CNED. Ce sera très bien fait, c'est plus simple pour nous. Ces enfants ne vont pas au CNED. Parfois, ils ne reçoivent aucune éducation, mais ils vont dans des structures qui ne sont nullement déclarées. La semaine dernière, nous en avons encore identifié une en Seine-Saint-Denis. Des structures très simples, des murs, presque pas de fenêtres. Des enfants qui arrivent à 8 heures chaque jour, qui repartent à 15 heures. Des femmes en niqab qui les accueillent. Et lorsqu'on les interroge, des prières, certains cours. Voilà le renseignement. C'est une réalité. Nous devons la regarder, la nommer en face. Et sur ce sujet, face à toutes ces dérives, qui excluent des milliers d'enfants de l'éducation à la citoyenneté, de l'accès à la culture, à notre histoire, à nos valeurs, à l'expérience de l'altérité, qui est le cœur de l'école républicaine, j'ai pris une décision, sans doute, et je la mesure, et nous en avons beaucoup débattu avec les ministres. Sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme et c'est une nécessité. Éric Dupond-Moretti, le séparatisme, laïcité renforcée, projet de loi le 9 décembre présenté par le gouvernement. L'ennemi, c'est l'islamisme. Oui. Le président de la République l'a dit, c'est clair. Aucune loi morale ne doit primer sur la loi civile. C'est On clair, est bien là encore. Là encore, c'est clair. Oui. Bien. Éric Dupond-Moretti, des mesures déjà annoncées, par exemple l'interdiction de l'instruction en famille. C'est une liberté reconnue par le droit français, Éric Dupond-Moretti. Oui, mais le droit est susceptible d'évoluer. Parce qu'en réalité, ce que nous voulons, c'est que les gamins, tous les gamins, apprennent les valeurs de la République. Et il n'y a rien de mieux que l'école pour cela. Nous avons eu envie de refaire une émission ayant pour thème l'école à la maison, suite à ces dernières annonces gouvernementales, où l'on parle de changement de paradigme, ce qui est un enjeu d'importance pour nous tous. Pour mémoire, lorsque Macron annonce qu'en termes d'importance, les nouvelles dispositions légales seront de même ordre que celles des années 1882 et 1969, il parle dans le premier cas des lois de Jules Ferry, qui entre autres ont établi l'obligation de l'instruction pour les enfants du niveau du primaire, la gratuité de l'école publique et instaure sa laïcité. Ce dernier point n'est ni plus ni moins que les prémices de la loi dite de séparatisme de cette année.
En 1882, le contexte socio-économique est très différent de celui que nous vivons et 7% des familles peuvent encore se permettre de faire l'école à la maison ou l'instruction en famille contre aujourd'hui entre 0,3 et 0,5%, soit 50 000 enfants. C'est peu, mais c'est tout de même en hausse ces dernières années. Quant à l'année 1969, un an après le départ de la révolution sexuelle, la mixité des enfants est instaurée. Voici un autre extrait d'importance de cette conférence de presse du 2 octobre à Les Mureaux. Macron nous dit que l'école est d'abord un lieu nécessaire pour la socialisation, pour marquer une rupture symbolique avec la famille. Ce n'est pas seulement un lieu où les enfants vont apprendre, c'est un lieu où ils vont apprendre des autres, à rencontrer des gens qui viennent d'autres horizons, qui ont d'autres histoires, d'autres convictions que leur entourage. Ce qui est révélateur de l'état d'esprit dans lequel ce changement de paradigme se déroule sous nos yeux. Ceci dit, quant à Marie, quelle sera notre première invitée ? Notre première invitée sera Isole, porte-parole des Antigones, qui nous fera un rappel chronologique des restrictions de l'instruction en famille, nous donnera quelques pistes pour lutter contre, ainsi qu'interpeller la population et les élus à ce sujet. Nous recevrons ensuite Carmen Daudet, auteur du livre « J'apprends mieux à la maison », disponible chez Contre-Culture, qui nous donnera quelques conseils d'organisation et de préparation pour l'instruction en famille et nous fera le déroulé d'une journée type pour que les parents sachent à quoi s'attendre. Et autour de la table avec nous pour parler de tout ça, une équipe de chroniqueurs formidables, Julien, Curtis, Adrien et Monsieur V. On en profite pour changer un peu de format, n'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires, gentiment. Allô ? La libre antenne de RFM. Les auditeurs ont la parole. Nous accueillons sur la libre antenne Isole Turand, porte-parole des Antigones. Isole, bonjour. Bonjour la libre antenne. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donc voilà, je suis Isole Turand, je suis porte-parole du mouvement des Antigones, qui est un mouvement qui est créé depuis 2013, qui a vocation à promouvoir la féminité et les questions qui y sont attenantes. Et dans le cadre de nos travaux, on a longuement pris position pour la liberté d'instruction et les libertés éducatives. Donc voilà, ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Alors, bien que l'annonce de Macron puisse sembler soudaine, en ce qui concerne la suppression du droit de l'instruction en famille, il s'agit d'un point souvent remis en question, et ce depuis la Révolution française. Donc, je vous laisse nous expliquer ça. Ouais, alors tout à fait. Ouais. C'est en fait, si vous voulez, la question ce qui est soudain dans ce qu'a fait Macron, c'est qu'on est en pleine crise du coronavirus. On est sur cette question-là. On est sur la question de l'état d'urgence à la fois sanitaire et puis contre le terrorisme. Et bim, on se retrouve avec une loi sur l'instruction en famille. Donc c'est soudain parce que c'est complètement décalé et assez peu à propos d'ailleurs. Mais ce qu'il faut effectivement voir, c'est que ça fait longtemps que cette menace, elle plane sur l'instruction en famille. Qu'on appelle donc aussi l'école à la maison. Depuis, alors là, on va pas remonter, faire toute la chronologie depuis Jules Ferry, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en fait, en 98, on avait l'école républicaine qui avait été proclamée comme norme de référence à tous les modes d'instruction. Donc, faut savoir qu'avant, on avait aussi tout ce qui était les écoles confessionnelles. On avait les instructions à domicile, les écoles familiales. Et bien, en 98, on a placé l'école républicaine comme norme de référence. Donc, tout le monde doit se caler là-dessus. Et ça a été le premier enfermement, en fait. Ensuite, on a eu en 2005 l'avènement des valeurs de la République comme notion fixe un peu dans ce qui est de l'ordre de l'instruction et de l'école. Et on a instauré un socle commun des connaissances et des compétences auxquelles tous les enfants de France sont soumis, quel que soit leur mode d'instruction. En 2007, on a eu la fin des écoles familiales. Donc, le principe des écoles familiales, en fait, c'était simplement l'idée que plusieurs familles pouvaient se regrouper pour pouvoir choisir des précepteurs, s'organiser, en fait, pour quelques enfants de différentes familles. Donc ça a été terminé en 2007. Sous prétexte en fait de la protection de l'enfance. Donc ça a commencé donc fin en 2007. Après on a eu en 2009 de 2009 à 2013, on a eu tous les rapports en fait des Miviludes
présidé par Georges Fenech, qui disait qu'en fait, tout ce qui était école hors contrat et école en famille étaient des vecteurs de sectarisation des enfants. Donc, il y avait en fait un danger pour les enfants qui étaient scolarisés à domicile ou dans du hors contrat, pour leur santé, en fait, parce que c'était par là que passaient les sectes. Donc, ces rapports ont fini par donner une circulaire en 2011 pour contrôler encore plus l'instruction en famille que ce ne l'était. Et après, à partir de 2011, on a surtout énormément d'attaques de la droite contre cette école, contre ce système en fait éducatif. Donc on a eu quand même une phrase assez magique de Vincent Payon en 2013 à ce sujet-là, qui disait, donc c'est Vincent Payon quand même, il dit en 2013, pour donner la liberté du choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous ses déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Voilà. Donc ça donne bien un petit peu l'idée dans laquelle s'inscrit la droite, et elle ne va faire que développer cette idée de 2013 à aujourd'hui. Donc on a eu quand même la proposition de loi Duc-Portelli en 2014, qui est un homme de l'UMP, qui demande la suppression de l'instruction en famille. Donc ça n'a pas été fait, mais le contrôle sur les hors contrats et sur l'instruction en famille ont augmenté. Ensuite, on a eu la proposition de loi de nouveau en 2016 par le député LR Éric Ciotti, qui cherchait à lutter contre la radicalisation et le terrorisme en demandant la suppression de l'instruction en famille. Et il parle en fait de cette instruction en famille comme d'une dérogation à l'obligation scolaire. Donc, dès 2016, on a déjà cette idée qui était déjà tracée en 98, que hors de l'école, il n'y a pas de normes. Hors de l'école, on ne peut pas instruire ses enfants. Et on a une dépossession en fait des parents de leurs prérogatives en fait et de leurs devoirs. C'est-à-dire que hors de l'école, vous êtes en état de dérogation, ce qui est fondamentalement faux. L'obligation, c'est l'instruction. Vous la faites comme vous voulez. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais voilà. Et ensuite, on a eu l'instruction obligatoire à 3 ans. Donc, tout le monde a titré dans les titres que voilà, maintenant, l'école est obligatoire à 3 ans. Alors, non, en fait, l'école n'est pas obligatoire à 3 ans. À 3 ans, vous avez le devoir maintenant d'instruire votre enfant. Alors, ce que ça veut dire, c'est que là, ils ont fait passer cette première étape en disant vous avez le devoir d'instruire vos enfants à 3 ans. Donc, vous êtes soumis à des contrôles si vous êtes en instruction en famille dès l'âge de 3 ans pour vos enfants. Mais si après, ils retirent l'instruction en famille, eh bien, ça signifie que vous avez l'obligation de mettre vos enfants dans une école contrat ou hors contrat à partir de 3 ans. Voilà. Donc là, on a vraiment une réduction progressive en fait du terrain, et on voit que ça ne date pas d'hier, ça ne fait que progresser sans que personne s'en émeuve en fait. Il n'y a pas assez de familles concernées par la possibilité aussi de garder leur enfant chez eux. Alors, exact, ça c'est une vraie donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir 2 salaires pour faire vivre une famille. Et donc, dans ce cadre-là, il est très compliqué d'élever ses enfants en fait à la maison. Et du coup, de cette contrainte régulière et permanente auquel nous sommes tous soumis, eh bien, on en arrive à finalement perdre la notion de père et de mère de famille. Et je voulais vous citer, pour vous donner un petit peu le ton de l'époque de l'instruction avant Jules Ferry. Parce qu'on a l'impression qu'on a toujours eu l'école et que Jules Ferry a toujours été là. Mais il y avait un avant Jules Ferry. Et donc, dans les opposants justement à l'école, il y avait des phrases très justes qui étaient dites par les députés de l'époque. Et j'aimerais bien qu'on s'en souvienne pour comprendre un petit peu le rôle parental et cette mission qu'ont les parents dans le rôle de l'instruction, qui est à la fois un devoir et une liberté. Donc là, je vous cite Pierre Jouin, qui dit « Pour la famille, élever et instruire les enfants, c'est une dette sacrée. Celui qui peut acquitter cette dette doit le faire. Quant à celui, au contraire, qui, suivant l'expression très heureuse de Monsieur le ministre de l'Instruction publique, ne pourrait sans effort acquitter cette dette, on doit venir à son secours et lui accorder la gratuité. » Et alors, donc, un autre mot sur le rôle parental et notamment le rôle du père, qui serait quand même bon de rappeler, parce qu'on parle beaucoup de la charge mentale de la mère, etc. Mais le père, fut un temps, avait un vrai devoir. Et ce serait pas mal qu'on y revienne un peu. Alors, donc là, c'est Pierre-Charles Chenelon qui dit, donc à cette même époque, « Que faites-vous de la famille par vos lois d'enseignement? Vous mutilez son droit, vous restreignez son devoir, vous diminuez les deux à la fois. Le père n'est vraiment père que lorsqu'il peut remplir complètement ses devoirs de la paternité
et en exercer librement tous ses droits. En ce qui vous concerne, quel choix avez-vous pu faire pour l'éducation de vos enfants ? Alors, moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont fait le choix de l'instruction en famille. Donc, moi, je fais partie des gens qui ont délégué l'éducation de leurs enfants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que vous ne faites pas l'instruction en famille, parce que bon, l'instruction en famille, dans les conditions modernes, c'est vraiment compliqué. C'est pas parce que vous ne faites pas ce choix que vous ne devez pas vous battre pour que d'autres puissent le faire. Et justement, c'est une question de principe, parce que là, il y a quelque chose aussi sur lequel on n'a pas abordé, c'est effectivement ces questions de secte et de terrorisme, c'est la peur qu'on nous dit, on nous dit voilà, on va vous retirer cette liberté parce que c'est hyper dangereux. Il y a des petites filles qui sont pas scolarisées par des musulmans radicaux qui vont faire des enfants des terroristes fous, etc., etc. Alors oui, en fait, il y a toujours ce risque-là. Mais école ou pas école, hein. Enfin, voilà, la question ne se pose pas. Et en fait, on ne peut pas prémunir de tout. C'est-à-dire que les parents sont responsables de leurs enfants, c'est une responsabilité qui leur revient et ils seront punis si ils atteignent à la santé et à la sécurité de leurs enfants. Donc on a un code pénal pour ça. Et en partant de ce bilan, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire ? Alors là, le temps est court, hein, donc voilà, va falloir agir vite. Moi, ce que je vous propose, c'est de rejoindre déjà des collectifs et des pétitions qui sont faites. Donc, il y a l'association Unie qui propose une action, l'instruction en famille, nos enfants vont bien, pour montrer la réalité de l'instruction en famille dans les familles. Donc là, l'objectif, en fait, c'est qu'il montre un petit peu le vrai quotidien de ces enfants qui sont éduqués et élevés par des parents qui ont fait ce choix, qui est un choix difficile, radical et qui demande énormément d'énergie. Et radical dans le bon sens, c'est-à-dire que voilà, ils prennent leurs responsabilités à fond, c'est hyper lourd. Enfin, mettez-vous à la place de ses parents, quoi. C'est quelque chose de très impressionnant. Et à la fois, ils le font avec bonheur, spontanéité. Enfin voilà, c'est magnifique. Et donc, on a déjà cette première association, voilà, qui propose une première forme d'action. Et on va avoir des pétitions, je disais. Alors, dans les pétitions, il y en a 2 qui sont notables. Il y en a une qui est faite à la pétition de l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas énormément de signatures. Donc, on peut signer celle-là, hein, ça fait toujours plus de signatures, c'est important. Mais on a une super belle pétition qui s'appelle « Mes opinions, pétition enfant, maintien des droits de l'instruction en famille ». Et qui là, donc on mettra certainement le lien, qui là propose de vraiment, enfin qui a beaucoup de signatures, hein. Après, dans les autres actions qu'on peut faire, je pense qu'on peut d'ores et déjà écrire à son député, hein, avant le 9 décembre, pour lui expliquer pourquoi on fait ou on ne fait pas l'instruction en famille et pourquoi en fait c'est fondamental d'avoir une vraie liberté d'éducation et d'instruction à l'intention des familles. Leur rappeler leurs principes, leur rappeler ce pourquoi ils sont élus en fait, et de leur demander de nous préserver notre droit fondamental à l'instruction, parce que cette liberté, elle nous permet de faire notre devoir correctement et d'être vraiment des parents responsables. Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà, donc voilà, nous, on va faire avec les Antigones, en fait, une sorte de lettre type que vous pourrez imprimer et signer. Évidemment, si vous voulez la modifier ou en écrire une qui vous convient, vous n'hésitez pas, et on mettra voilà, comment trouver son député pour que vous puissiez faire un peu pression. Parce que pour le moment, on est sur du dit favorable au projet de loi et dit défavorable, 10% défavorable, et il reste 80% de mous qui n'ont pas pris de décision. Donc là, il faut les matraquer, faut qu'ils se sentent, voilà, leur rappeler tous les arguments en faveur de l'instruction en famille, qui sont des arguments de principe de liberté, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce que je propose pour l'instant. Donc voilà, d'aller sur le site des Antigones et de pouvoir télécharger cette lettre, de signer les pétitions, donc les 2 pétitions en cours, celle qui est à l'Assemblée nationale et celle qui émane de mesopinions.com. Isole, merci beaucoup. Oui, merci. Eh bien, merci à vous et bonne continuation. Allô. La libre antenne de RFM. Les auditeurs ont la parole. Quand on écoute Macron et Dupond-Moretti, dans ce qu'ils disent, dans leurs déclarations, il y a ils parlent beaucoup en termes d'absolu. C'est-à-dire qu'il y a le bien, le mal, il y a eux qui ont raison et les autres qui ont tort.
Et ils en viennent même à dire, à utiliser, à employer des termes religieux. Pour une république qui se dit laïque, c'est quand même intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Merci. On note ça dans ce que disent les ministres, les idéologues et les autres députés de la République quand ils font passer des lois de plus en plus pour interdire l'école à la maison ou les écoles privées qui sortent du système idéologique républicain. Ils justifient ça très souvent en disant que tout ce qui sort de leur cadre républicain, c'est des endroits qui vont être le terreau, la source de fanatisme religieux. Il y a Isole tout à l'heure qui a dit qu'elle s'était fait traiter de sectaire, elle encourageait le sectarisme en ayant la volonté de vouloir retirer ses enfants de l'école. Petit à petit, on dénote quand même que de plus en plus, en utilisant un vocabulaire religieux, le gouvernement se pose lui-même, en fait, dans la catégorie du religieux. Il va dire que, en disant que ce type d'éducation est une source de fanatisme, tel autre, c'est enfermer ses enfants dans le sectarisme, implicitement et par contradiction, il se pose comme étant une valeur religieuse de bien, en disant que les autres sont des valeurs religieuses hérétiques. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils se définissent pas eux comme étant le bien absolu, mais tout ce qui n'est pas eux, c'est le mal. Absolument. Donc, à la fin, il reste plus à la que fin, eux. par déduction, il reste plus qu'eux, et au final, en faisant passer de plus en plus de lois pour ne plus laisser en fait comme alternative à l'éducation que la seule école républicaine, il montre qu'ils s'érigent en fait comme une sorte de nouvelle caste sacerdotale. Ils sont la seule voie finalement. Oui, voilà, et on le voit avec Dupond-Moretti qui disait tout à l'heure là dans l'extrait que les lois peuvent être adaptées, elles peuvent être transformées, parce que le but ultime c'est pas de faire respecter la loi, c'est de faire adhérer les enfants aux valeurs de la République. L'important c'est les valeurs de la République, elles sont au-dessus du politique, elles sont au-dessus des valeurs de la famille, des valeurs de la citoyenneté. Et si elles sont au-dessus de tout, au final, elles deviennent transcendantales. C'est la nouvelle religion. Absolument. Ouais, c'est vrai que quand il dit que les valeurs de la République, c'est le plus important, en fait, on s'en fout de savoir où on les instruit. Ce qu'il faut, c'est les valeurs de la République. Et les lois, du coup, peuvent changer. Et quoi de mieux pour rappeler ces valeurs de la République que de, d'abord, faire monter les tensions. On a vu avec les faits divers, etc. Puis il nous parle de quelques femmes en niqab ou de jeunes enfants déscolarisés pour pénaliser tout le monde. Qui ne peuvent pas aller à la piscine, qui ne peuvent pas faire de musique. Et là, ça va retomber sur tous les gens qui faisaient l'école à la maison depuis tant d'années et pour qui ça se passait très bien. Et donc, en fait, cette montée de tension au préalable les a bien arrangés, disons, pour nous faire passer cette loi, parce que maintenant, elle est justifiée, prétendument justifiée. C'est vrai que comme par hasard, il y a eu des attentats. Donc, du coup, on se sert de ça pour dire il y a de l'endoctrinement dans les familles et dans les écoles clandestines. Et en fait, c'est vrai que ce que rappelait Isole dans sa frise chronologique, c'est que maintenant, on se sert de l'islamisation pour interdire l'instruction famille, alors qu'avant, elle le rappelle très bien, c'est que c'était pour renforcer la citoyenneté, ensuite pour faire un socle commun pour que tous les enfants aient la même chance, qu'ensuite, c'était pour éviter un genre de fanatisme un peu déglingué, des gens farfelus, qu'il fallait que tout le monde soit des bons citoyens, et que maintenant, encore une fois, on repart sur l'islamisation, sur les attentats qui arrivent à point nommé. Non, mais c'est ce que dit Macron lorsqu'il dit qu'on change de paradigme. C'est aussi un changement de paradigme, du coup, moral pour cette histoire de transcendance. Et on a du mal aujourd'hui à imaginer qu'il y ait eu la possibilité de ne pas se référer à une norme républicaine pour l'école. Alors que, et comme le temps passe, il y a un moment où on trouvera épatant qu'on ait pu faire des cours à la maison. C'est vrai que la première citation d'Isole, on se rend compte qu'il y avait une vie avant Jules Ferry. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on le met sur un piédestal. Et c'est vrai qu'il y avait une autre vie était possible, qu'il l'est beaucoup moins maintenant. On peut aussi faire remarquer que quand il y a des problèmes avec l'islam, on va dire, tout d'un coup, ça devient plus un problème d'islam, mais un problème de religion. Donc, religion, on dit donc toutes les religions. Oui, et donc les chrétiens. Mais enfin, bon, les juifs, c'est différent parce que comme c'est une race et une religion, faut pas tout mélanger. Oui, non, je voulais juste ajouter que c'est un énième exemple d'utilisation du musulman comme ennemi pour faire passer des lois liberticides. Ça fait depuis le 11 septembre, finalement. Dans la situation de l'urgence sanitaire, arrivent les attentats et juste derrière, il y a la fin d'instruction en famille. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a des leurres et un brouillage complet des informations. On nous en met beaucoup au point qu'on puisse plus vraiment se poser et réfléchir sur ce qui se passe. On nous met un truc devant les yeux, à peine a-t-on le temps de le voir que c'est remplacé par autre chose. Et pendant ce temps-là, tout le monde ne sait plus où on est. Le gouvernement passe des lois qu'il veut passer. Il sait très bien, lui,
ce qu'il veut faire, et il nous embrouille, et ensuite, de ce qu'il a passé, avant qu'on puisse même savoir ce que c'est et quelles sont les implications, on passe sur autre chose, et oh mon Dieu, il y a un nouveau sujet sensible, et on est parti, et puis du coup, on peut plus réfléchir sur ce truc-là. Et finalement, de ce procédé, on nous dépouille de notre droit à décider de nous-mêmes et de notre démocratie qui est normalement si chère à leurs yeux. C'est pas faux. C'est pas faux. Tel que là tu le présentes, on voit bien qu'on perd le fil, que ces attentats terroristes-là, sous couvert d'islam, de toute façon, a pour but de lancer l'impossibilité d'instruire en famille dans le cadre d'une loi dite du séparatisme. Le séparatisme, une fois de plus, de la religion de la République. Et sachant que c'est dans cette continuité de la loi de 1905 où l'Église a été séparée de l'État. Seulement là, aujourd'hui, comme la chrétienté, la catholicité en France a perdu beaucoup de son aura, on met l'accent sur l'islam à travers le terrorisme pour faire une séparation entre la morale religieuse et la morale républicaine. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors juste pour rappeler une chose, c'est que cette loi-là va passer, je crois, à l'Assemblée nationale. En tout cas, la prochaine date où il va se passer quelque chose à ce sujet-là en France, c'est le 9 décembre. Et c'est en lien avec le fait que la loi de 1905 a été votée un 9 décembre pour la séparation de l'Église catholique et de l'État. C'est pas moi qui fais le calendrier, hein. Voilà. Et puis il y aura peut-être un attentat aussi. Peut-être. Juste avant, le 8 décembre, attentat islamique. Tout à l'heure, on parlait de Jules Ferry, on disait comme quoi que rien n'existait avant Jules Ferry, etc. Alors qu'en fait, oui, non, il y a bien une vie avant Jules Ferry. On peut rappeler que l'école obligatoire existe au moins depuis Charlemagne en 789. Et même sous l'Ancien Régime, il y a eu d'autres lois comme celle de Louis XIV en 1698 où les parents étaient obligés d'envoyer leurs enfants dans les écoles paroissiales jusqu'à 14 ans. Et on peut ainsi rappeler que c'était le clergé qui s'occupait de l'éducation et que les gens savaient lire et écrire, compter. C'était pas le monde arriéré tel qu'on le décrit. On a même construit les cathédrales avant l'éducation nationale. On n'en a pas reconstruit depuis. Il y a la pyramide du Louvre. Exactement. Jules Ferry, devant lequel François Hollande est allé se prosterner après son investiture. Jules Ferry, le colonialiste. Oui. Celui qui a dit que les races supérieures avaient un devoir envers les races inférieures. Donc, que doit-on vraiment à Jules Ferry, si ce n'est cette phrase? Alors, oui, il a mis des droits de l'homme, bonsoir. Le fait que soit évoqué déjà plusieurs fois depuis le début de l'émission, cette histoire de changement de paradigme, c'est un terme qui n'est pas assez utilisé, je pense, aujourd'hui, parce que c'est un concept de base pour bien comprendre ce qui se passe quand il y a une évolution de loi et donc de société. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, paradigme. C'est un système avec des codes moraux ou légaux. En fin de compte, normalement, les deux sont censés être corrélés. Donc, un paradigme, le capitalisme, par exemple, c'est le paradigme d'aujourd'hui. Voilà, on vit dans ce paradigme-là au niveau si on parle du point de vue économique. Donc le fait que, une fois de plus, Macron dise qu'on change de paradigme, ça peut sembler anodin comme ça, mais c'est fondamental. C'est comme le greenwashing, c'est un changement de paradigme, mais dans la consommation, en fait. Voilà. Donc, sachant que là, justement, ça dénote le fait que certains mots, certains concepts ou des bases qui permettent des fondements de réflexion ne sont pas transmis aujourd'hui aux élèves, quels que soient les cursus ou les formations qui sont faites, fait que les gens ont du mal à comprendre des fois l'importance du changement d'une variable. Voilà. Tous les pays ou nations, peu importe, a pour première entité ou première brique, pour l'analogie avec la construction d'un mur, la cellule familiale. On ne peut pas sortir de ça chronologiquement, ça s'est toujours fait de cette façon-là. Et pour l'histoire, par exemple, des Francs, en ce qui nous concerne sur ce territoire-ci, c'est parce qu'il y a des familles qui ont formé des clans, que du coup, il y a eu des territoires qui ont été tenus avec tout un système héraldique, etc. Et donc, après, un anoblissement de ces branches-là de clans, et le tout forme au bout d'un moment, mais c'est pas arrivé tout de suite dans l'histoire, une nation qui se fédère autour d'un roi. Tout ça, c'est pas construit d'un coup d'un seul. Donc, pour reprendre ce que disait Iseux par rapport au droit du père dans cette citation, petit à petit, on limite les droits et cela se fait par contrainte du changement de cadre, qu'il soit légal ou social. D'où les deux salaires dont parlait Iseux. Voilà, c'est ça. Et là, on voit bien que le travail des femmes par l'émancipation et le féminisme, ça a quand même un but autre que juste l'égalité des sexes. Comme par hasard, ça arrive maintenant.
C'est ça, ça fait un changement de cadre social, induit, corrélé avec le changement de cadre légal, qui réduit le rôle parental sur les enfants. Et c'est comme ça qu'on se fait voler nos enfants. Et c'est là où la citation de Benjamin Franklin est intéressante. Il disait que un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finira par perdre les deux. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le passage de l'endogamie polygame à l'exogamie monogame par le mythe de Tristan et Isolde, je vous renvoie à l'excellente clé de lecture de notre camarade Mohamed. Moi, je voulais parler de la protection de l'enfance par l'État. En fait, je voulais dire que c'était une concurrence émotionnelle entre l'État et le parent pour savoir qui va aimer le plus l'enfant, en fait. Par qui l'enfant il doit se sentir aimé. Parce qu'en fait, finalement, c'est toujours des prétextes où ils nous disent, voilà, il y a des enfants qui sont maltraités, les parents ne s'occupent pas assez d'eux, et nous, on doit bien s'occuper d'eux. Et finalement, on dit que les parents ne s'occupent pas assez bien des enfants et que c'est l'État qui doit prendre le relais. Et finalement, l'enfant, en qui il doit avoir le plus confiance. C'est vrai que dans l'éducation nationale, on voit beaucoup de gens qui aiment beaucoup les enfants. Vraiment beaucoup. Hein. Voilà, est-ce que c'est ma mère qui m'aime ou bien est-ce que c'est la maîtresse qui m'aime? Et pour les enfants en bas âge, c'est vraiment une question importante en fait, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu gênés de voir l'attachement que leurs enfants ont envers la maîtresse ou bien le maître. Oui, mais ils passent tout leur temps avec. Ouais, bah voilà. C'est la concurrence émotionnelle. Ça rejoint un peu, c'est vrai ce que dit Julien sur la transcendance et la place que prend l'État et l'éducation nationale. Oui, là, c'est le côté religieux, moi c'est plus le côté, on cherche à ce que l'enfant aime l'instituteur et à travers l'instituteur aime l'État. Parce que par exemple l'homme politique, on cherche plus à ce qu'il fasse des bonnes choses pour nous, on cherche plus son programme, on cherche à l'aimer et à lui ce qu'il nous aime. Il faut qu'il soit gentil. Comment dire, les maîtresses peuvent briser l'amour mère-enfant et briser les couples aussi. Alors ça, ce sont les expériences personnelles de Monsieur V. Nous, on sait pas. Hein. Nous, on sait pas. Ça le regarde. Hein, vous en tirez vos propres conclusions. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est un englobement de l'enfant et plus tard, effectivement, avec les hommes politiques, de l'homme. C'est vraiment une ambiance globale. Il y a un plan derrière ça. C'est une totalité. À partir du moment où tu changes le principe de base transcendante, ça découle sur C'est une nouvelle religion. Sur tout le reste des sphères de la société. Ça va découler sur l'État, ça va découler sur l'école, ça va découler sur la famille, sur la manière de travailler, sur la manière de voir le monde, ça va découler sur tout. C'est fantastique. Bah ouais, comme quoi les enfants appartiennent de moins en moins à leurs parents. Mais ça, c'est dit par la loi et aussi par l'émotion. On le voit par exemple sur le climat. Les enfants, ils écoutent plus le maître que leurs parents. Et la société compte sur le fait que les enfants disent aux parents, tu dois éteindre la lumière, tu dois utiliser tel truc bio et compagnie, que ce soit l'enfant qui fasse éducation aux parents parce qu'il aime plus le professeur. Finalement, l'autorité sur les enfants incombe plus aux instituteurs, aux professeurs et en fait à l'éducation nationale et donc par extension à l'État. Et l'enfant va rentrer dans la famille pour ensuite rééduquer les parents. Alors, Alexandra, tout ce que tu viens de dire sur le changement de paradigme et sur le rôle qu'avait la famille avant la prépondérance de l'idéologie républicaine, ça m'a fait penser à un texte de Georges Valois qu'il a écrit dans les cahiers du Cercle Proudhon. Et donc, il a écrit ça au début du XXe siècle et il dénonce à l'époque déjà la décomposition de la famille et des sociétés naturelles et la prolifération de ce qu'il appelle les œuvres et les institutions sociales qui cherchent à sauver individuellement les membres des structures décomposées. Donc ainsi, on voit apparaître et proliférer des crèches, des internats, des hôpitaux, des maisons de retraite, des asiles, et si on retranscrit aujourd'hui, on va trouver maintenant des centres sociaux, des organismes du type du Secours populaire, la CAF, et qui sont chargés en fait de remplir les fonctions qui étaient autrefois le carcan de l'organisme familial. Là, ce qui est vraiment frappant avec le fait qu'on change de paradigme, c'est que le fait de détruire la famille, les républicains voient que ça a donné des énormes problèmes au niveau individuel, que ça a poussé à l'isolement, à la dépression, à la délinquance, et ils cherchent à trouver des solutions à ces problèmes, des fois avec de la très bonne volonté, mais toujours en occultant la possibilité du fait qu'il faut rétablir et encourager la famille. Il faut toujours faire des trucs en plus parce qu'il faut garder de base le fait qu'il faut former des citoyens, qu'il faut se conformer aux valeurs de la République, de notre cher Dupond-Moretti. Et en fait, Valois continue en disant que ces œuvres proviennent souvent de
bonne volonté, mais elles encouragent le mal car elles ne cherchent pas à fortifier et consolider la base familiale qui assure la bonne santé des membres du foyer. Mais elles tendent à se substituer aux personnes qui composent la famille et leur prolifération encourage à la déresponsabilisation et est un symptôme d'un mal social grandissant. En fait, en voulant aider, la République détruit encore plus la famille. C'est-à-dire que les problèmes liés à la destruction progressive de la famille tendent à être résolus sans pour autant rétablir la famille. Et en fait, participent encore plus à la destruction de la famille, puisque la famille peut être supplantée par ces solutions-là. Absolument. Et les familles se disent même que je n'ai plus de rôle à jouer parce qu'il y a des institutions qui vont le faire à ma place. Il y a des écoles, il y a des crèches, il y a des hôpitaux, il y a des asiles, il y a des subventions, il y a des allocations. On serait mauvaise langue, on dirait que c'est un peu de l'ingénierie sociale. On va pas dire que c'est fait exprès parce que... Ouais. Allô. La libre antenne de RFM. Les auditeurs ont la parole. Donc bonjour, je suis Carmen Daudet, maman de 3 enfants, auteure du guide J'apprends mieux à la maison, édité chez Contre-Culture, et je travaille sur un nouveau livre audio sur la même thématique de l'instruction des enfants par leurs parents. Bon, on vous souhaite que l'écriture se passe bien. Vous avez fait l'école en famille avec votre aîné, maintenant avec la deuxième. Vous avez remis votre aîné à l'école. Comment cela s'est-il passé ? Donc, pour ma part, l'obligation du port du masque à l'école m'a poussée à déscolariser mon aîné. Donc, je l'ai retiré de l'école dans laquelle il était inscrit. Estimant que le port du masque, c'était à la fois nocif pour sa santé, c'est-à-dire pour sa physiologie, mais c'était également nocif pour tout l'aspect psycho-affectif. C'est quelque chose qui est violent et que je voulais pas imposer à mon enfant. Je veux pas lui imposer ce genre de traumatisme en fait. Et effectivement, j'ai pu rejoindre un groupement de parents dans mon village qui se sont organisés pour que la déscolarisation de leur enfant ne soit pas synonyme de coupure sociale. Et ces parents-là m'ont fait témoignage que au collège, c'était même encore plus violent qu'à l'élémentaire, que souvent les enfants se dénoncent mutuellement, que les enseignants ont tendance à isoler les enfants qui osent mettre le masque sous le nez. C'est vraiment d'une violence extrême. Quoi qu'il en soit, ce qui est positif, c'est qu'effectivement, certains parents réagissent. Ils s'organisent pour protéger leur enfant et en même temps pour faire en sorte que la vie continue de la façon la plus normale qui soit, en faisant l'école à la maison et en rencontrant quand même des copains et des copines, en se rendant chez les uns, chez les autres. Tout ça, ça peut s'organiser en fait. Il faut observer son enfant et essayer de voir à quel moment de la journée il arrive à bien se concentrer. En règle générale, c'est le matin, on va dire entre 8h et 10h, et aussi en début d'après-midi. Mais il y a peut-être des enfants qui, en début d'après-midi, ont la digestion un peu lourde, ils ont besoin d'une sieste, et on remarquera que leur moment de concentration maximale, il se situe plus vers 16h. Ça dépend. Cette observation fine, elle va permettre d'aménager son emploi du temps. Ensuite, la troisième étape, ça va être de se faire un journal de bord. Une feuille A4, un tableau avec les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin, après-midi dans les abscisses, et on va pré-remplir ce journal. Moi, je le fais tous les week-ends, souvent le dimanche, je m'y attelle. On va le pré-remplir avec les matières à travailler en fonction des jours de la semaine. Par exemple, le lundi matin, de 8h à 9h en français, mon enfant va travailler l'orthographe grammaticale. Le mardi, sur le même créneau horaire, ça sera en mathématiques la numération. Le mercredi matin, au même créneau horaire, ça sera la conjugaison, etc., etc. On va laisser suffisamment de place dans ce journal pour pouvoir y faire des annotations. Noter par exemple le numéro de l'exercice si on s'appuie sur un manuel ou une référence, ou bien tout simplement préciser voilà, ça on l'a fait mais ça s'est mal passé, il faudra le refaire la semaine prochaine, c'est pas tout à fait acquis.
ou ce genre de notes qui peuvent nous être utiles d'une semaine sur l'autre. Voilà. Une fois que ce journal il est prêt, il va donner cette direction à la fois aux parents mais à son enfant qui, à partir de 7 ans, peut tout à fait travailler en autonomie en se référant à ce journal pour peu qu'on lui explique comment on le lit. Et donc, c'est un outil pour les parents, pour les enfants, et ça va également permettre de rendre compte, une nouvelle fois, lors de l'inspection, au directeur des services de l'éducation nationale en disant, voilà, cette semaine-ci, voilà ce que nous avons travaillé, puis la semaine suivante, c'est un déroulé. Donc, c'est vraiment très important de faire ce journal, et souvent, ça permet c'est un côté rassurant, en fait, le fait de s'appuyer sur ce document-là. Voilà. Pour ce qui est des activités en soi, il y a énormément de ressources possibles. Les manuels que j'ai déjà cités, mais aussi Internet. Et j'encourage les parents à les fouiller et à s'appuyer sur des jeux mathématiques, des jeux en français, parce que c'est une chance de pouvoir instruire son enfant à la maison. Il faut en profiter pour proposer des activités qui sont différentes de ce que propose l'école. En tout cas, c'est mon point de vue. Essayer de faire en sorte que ça ressemble le moins possible à de l'école, même si effectivement, à un moment donné, pour apprendre la conjugaison, c'est pas toujours facile de le faire en jouant. Mais pour te donner un exemple, mon fils qui est en train d'apprendre les tables de multiplication, sur Internet, on peut imprimer des cartes où au recto, on a le calcul, 4x4, et au dos de la carte, le résultat. Et l'enfant peut s'entraîner tout seul à annoncer d'abord oralement le résultat, puis ensuite retourner la carte pour vérifier. Et puis ensuite, on peut aussi jouer à faire des paires, à apparier les cartes sur un type de jeu mistigris en fait, où on aura une carte avec le calcul, l'autre carte avec le résultat, et ça peut se jouer du coup à plusieurs. Ça, c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut faire quand on invite les copains qui font également l'instruction en famille. On peut avoir aussi des jeux de cartes avec les homophones grammaticaux. Pour ne citer que. Donc, Internet, c'est une source intéressante. Et bien évidemment, les livres. Et si je peux me permettre de faire une grosse parenthèse concernant les manuels et les livres, il faut pas hésiter à chiner, notamment sur Le Bon Coin ou sur eBay, chercher des anciennes éditions qui sont de bien meilleure qualité. Souvent, le niveau d'attente est supérieur à ce qu'il est actuellement, tout simplement parce que les programmes ont été dégraissés au fil des ans et que c'est nivelé en permanence par le bas. Et aussi parce que le vocabulaire employé dans les années 70, il était largement plus fourni. On a le cas, par exemple, de la célèbre Bibliothèque Rose avec le Club des 5, qui a souffert de rééditions successives. Lui aussi, il a été dégraissé. Et il y a eu, par exemple, un enfant dans le Nouvel Obs, qui est une référence comme une autre, mais qui avait titré dans un article. On prend nos enfants pour des imbéciles, au sujet du Club des 5 qui a été retraduit et simplifié pour les enfants du 21e siècle, avec un usage des temps. On n'utilise plus les temps de la narration qu'on utilisait autrefois. C'est souvent que le présent et le passé composé au lieu du passé simple et de l'imparfait. Et puis les mots de vocabulaire sont également simplifiés à outrance, alors que les enfants, c'est par les livres qu'ils sont en contact avec le langage soutenu. C'est pas dans la vie quotidienne qu'ils vont apprendre tous ces beaux mots qui garnissent nos dictionnaires. Donc j'encourage les parents à chiner. La plupart des enfants, ils ont le goût d'apprendre, ils ont l'envie. Et je vois que les mamans qui se sont lancées dans l'instruction en famille un peu par obligation suite au Covid, ces mamans-là me disent que les difficultés qu'elles rencontrent, c'est pas tant de motiver leur enfant, que ça soit en élémentaire ou au collège, mais c'est plus de trouver la patience en elle-même pour répéter à l'infini. Donc un enfant qui apprend avec une méthode tout à fait basique et scolaire, c'est pas non plus la peine de se creuser les méninges pour trouver des pédagogies alternatives, etc. Les pédagogies alternatives, leur origine, c'est les enfants qui ont des difficultés. Montessori, c'était des enfants qui étaient handicapés, pour ne citer qu'elle. Donc un enfant
qui est pas dyslexique ou qui a pas des troubles de l'attention, j'utilise vraiment ce mot avec beaucoup de précaution parce que c'est une case fourre-tout où on met trop de choses. Ces parents-là, la plus grande difficulté pour eux, ça va pas être de se former à la pédagogie, mais à la patience. Parce que on oublie trop souvent qu'on a appris nous-mêmes en répétant et répétant et répétant encore l'étape de multiplication, les règles d'orthographe grammaticale et lexicale, et que c'est par la répétition que toutes ces règles se fixent dans notre mémoire. Il suffit pas de lire une leçon une fois et de faire tout de suite après des exercices d'application pour que l'enfant les mémoriser. Donc il y a beaucoup de mamans qui s'insurgent, qui s'indignent et qui se disent mais je comprends pas, elle avait l'air d'avoir compris, elle avait fait les exercices justes. Le lendemain, même exercice, même leçon, il faut tout reprendre à zéro. Bah oui, c'est comme ça, mais c'est la façon dont l'être humain apprend. On est tous passés par là, même si on l'a oublié. Donc la plus grande difficulté, il me semble, pour le commun des parents, c'est la patience. Voilà. Ensuite, effectivement, l'école à la maison, c'est l'occasion d'apprendre en s'amusant. Les enfants s'amusent, mais les parents peuvent aussi s'amuser en s'investissant et en se lançant pour objectif de trouver des façons un peu rigolotes et hors du commun de transmettre. Mais la plupart du temps, c'est plus pour se rendre la tâche agréable à nous-mêmes que vraiment pour motiver notre enfant. Et comment se passe une journée type dans votre famille ? Donc une journée type, déjà il n'y a pas de réveil. Mes enfants ils se réveillent quand ils en ont besoin, souvent assez tôt parce qu'ils sont couchés tôt et bon ils ont leur quota de sommeil qui correspond à leurs besoins physiologiques. Donc ils se réveillent en général vers 7h, 7h30. Ils prennent leur petit déjeuner, ils vont nourrir leurs poules. Et puis ensuite, donc ça leur permet déjà de prendre un peu l'air, de s'aérer avant de fournir un effort de concentration. C'est important. Parce que bon, nous, on a la chance de disposer d'un jardin. Et ensuite, mon fils sort son programme, donc que j'évoquais, de la semaine. Il détermine quel jour on est, donc il lit son programme. Et en général, il s'installe en autonomie. Il commence en autonomie. Il sait que moi, je suis dans la pièce à côté avec sa petite sœur qui a 4 ans et que je vais faire jouer sa petite sœur pendant environ 20 minutes. Et que s'il a besoin d'aide, il peut venir m'interrompre, mais j'attends de lui qu'il se débrouille tout seul. Donc moi, sur son programme, je lui écris quelle est la matière travaillée. En général, il travaille que le matin, c'est-à-dire que je lui prévois du travail pour toute la matinée en français et en maths. Je l'autorise à faire une récréation, entre guillemets, entre les maths et le français. Et donc, souvent, il commence par des exercices de mathématiques. Il a, par exemple, le lundi, résolution de problèmes, le mardi, numération. Ça correspond à des fiches que je lui ai imprimées, que j'ai moi-même puisées sur Internet et qui correspondent à son propre niveau. Donc, par exemple, j'ai constaté que mon fils sait lire les heures pile, mais qu'il a encore du mal à lire les quarts, les demi, les moins le quart, moins 20. Donc, j'ai imprimé des documents qui correspondent à cette étape-là de l'apprentissage. S'il est en difficulté, il vient me voir, sinon il travaille tout seul. Et pendant ce temps, je propose à sa sœur un jeu. Elle a par exemple le choix entre 3 ou 4 jeux. Ça va être par exemple le jeu des embouteillages, le jeu du catamini. Donc c'est des problèmes qui portent sur l'orientation spatiale. Ou alors je peux lui proposer qu'on s'amuse à écrire des mots ensemble, à les épeler, mais attention, pas avec le nom des lettres, avec le son qu'elles font. Ça peut être aussi du tissage, du dessin, du coloriage, etc., etc. Donc, mon fils est en autonomie. Quand il a fini, il vient me voir. On voit ensemble ce qu'il a réussi, ce qu'il n'a pas réussi. Quand tout est validé, il peut aller jouer. S'il y a des choses à reprendre, on les reprend ensemble. Et puis après sa petite récréation dehors qui dure 10-15 minutes, il s'attelle au français. Donc, par exemple, en ce moment, lui, il travaille sur les homophones grammaticaux. Il apprend à distinguer le EET du EEST. Pour ça, il a une leçon basique avec des exercices que j'ai puisés sur Internet. J'ai trouvé un bled qui date de 1979, qui est en accès libre, qu'on peut imprimer. Et donc, je lui ai imprimé 4 ou 5 feuilles. Sur chaque feuille, j'ai entouré les exercices qu'il doit faire.
donc à peu près 4 sur les 6 ou 7 proposés par page. Et une fois qu'il a lu la leçon, s'il n'a pas compris, je peux éventuellement lui préciser. Il fait ses exercices et il retourne en récréation. Et la matinée est finie. L'après-midi, il s'attelle plutôt à des activités libres et ludiques. Ça peut être, par exemple, la semaine dernière, il s'était lancé pour des défis de construire une éolienne. Et ça a été source de beaucoup d'apprentissage parce qu'il avait le modèle dans un vieux livre de notre bibliothèque, mais c'était un modèle en petite dimension avec les côtes de chaque morceau à fabriquer, à découper. Et donc il a dû fabriquer des plans, les reporter sur une planche et les faire découper à son papa à la scie. Tout ça, ça a été l'objet. Enfin, ça lui a occupé plusieurs après-midi parce que les premiers plans qu'il a fait, c'était sans règles, sans mesure et sans symétrie. Donc, je l'ai laissé se planter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il comprenne que c'était pas possible comme ça. Et je lui ai fourni une feuille de papier calque pour lui simplifier la symétrie axiale. Et c'est effectivement par le jeu et par la manipulation qu'il a compris à quoi ça sert un axe de symétrie et à quoi ça sert aussi une règle et un double décimètre. Voilà. Une autre occupation de l'après-midi, on a une après-midi pluvieuse, on s'est amusé à fabriquer des bombes de bain. Il y a plein de recettes sur Internet et pour nous, c'était un réinvestissement d'un jeu en chimie sur la réaction du bicarbonate de soude avec l'acide ou le vinaigre. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un enregistrement avec Monsieur K pendant le premier confinement. Voilà, c'est une illustration. Ma fille l'après-midi qui est de niveau moyenne section, elle fait la sieste et puis ensuite elle joue. De toute façon, c'est par le jeu qu'ils apprennent et surtout en maternelle, ils ont très peu besoin de leurs parents pour s'occuper, pour apprendre. Enfin, je l'ai jamais vu s'ennuyer. Je voudrais conclure en abordant le positionnement des parents qui pratiquent l'instruction en famille, soit depuis longtemps, soit tout récemment à cause de la crise sanitaire, faire un tour d'horizon. Donc, ce que j'ai pu constater, c'est que les parents sont extrêmement démunis face aux mesures sanitaires qu'on impose à leurs enfants à l'école et au collège. Et pour les familles entre guillemets réfractaires, c'est encore plus douloureux que pour les autres parce que les enfants se sentent déchirés entre ce qu'ils entendent à la maison et le discours officiel qui est clamé par les médias mainstream et par leur groupe d'amis. C'est des enfants qui vont s'auto-censurer en permanence au collège et qui vont se sentir extrêmement malheureux. C'est une situation schizophrénique parce que ils veulent faire partie du groupe, ils veulent pas être différents à cet âge-là. Et d'un autre côté, ils sentent combien le discours officiel est mensonger et combien tout ça c'est de la mascarade. Et donc face à ça, les parents, ils ont le choix soit de laisser leur enfant scolariser parce que ce qui leur importe le plus, c'est effectivement le maintien des relations sociales, malgré cette schizophrénie qu'on demande à leur enfant. Il y a d'autres parents qui essayent de faire le forcing en s'appuyant sur le fait que normalement la loi oblige les écoles à accueillir les enfants. Qu'ils soient vaccinés ou non et qu'ils portent un masque ou non. L'enfant doit être accueilli, c'est son droit. Et donc, légalement, une directrice d'école ne peut pas interdire l'accès à l'école à un enfant. Donc, j'ai eu vent, moi, de parents qui ont fait le forcing. Il y en a pour qui ça s'est bien conclu. Souvent, après avoir déposé plainte au poste de police, ils ont fini par avoir gain de cause et l'enfant a été accepté. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un enfant sans masque au milieu d'une cour d'enfants entièrement masqués. Et c'est un enfant qui souvent va être mis à part, va être isolé à la fois par les enseignantes et par les copains. Donc, je suis pas sûre du tout que ça soit la bonne solution. Après, il y a eu aussi des cas de parents qui ont fait le forcing et qui n'ont pas eu gain de cause. Et au final, c'est des familles qui sont repérées par l'éducation nationale et qui peut-être dans l'avenir seront signalées à la Miviludes, puisque c'est ce qu'on demande aux enseignants et aux directeurs d'établissement, de signaler comme sectarisés les parents qui remettraient en question les mesures sanitaires.
Et puis, là, il y a certains parents qui font de grands espoirs dans le droit actuel et dans les actions en justice. Donc, en général, ces parents, ils intègrent une association de défense de l'IEF. Il y en a des tonnes. Et ils tentent des actions en justice en s'appuyant sur le fait que la liberté de l'enseignement, elle est garantie à la fois par la Constitution et par la Déclaration des droits de l'homme de 1948. La France a signé une charte internationale, donc le droit international protège aussi normalement l'instruction en famille, mais on se rend compte que c'est extrêmement limité ces espoirs-là. Bon, parce que de toute façon, l'État utilise des moyens qui sont dignes du totalitarisme. Voilà. Alors après, je vois des parents qui s'échinent à prouver combien ils sont des bons républicains. Ils vont faire des campagnes publicitaires entre guillemets où ils photographient leurs enfants limite avec le bonnet phrygien et la cocarde en train de chanter la Marseillaise. Mais selon moi, c'est une impasse. Et une autre impasse, c'est de dire ne vous inquiétez pas, tout va bien, le droit national et international nous protège. L'Assemblée ne peut pas faire une loi qui soit anticonstitutionnelle. Et si elle le fait, le Conseil constitutionnel va l'annuler. Pour moi, c'est des doux rêves de s'appuyer là-dessus. On aimerait y croire, mais je pense qu'on est déjà au-delà de tout ça, puisque l'objectif avoué, c'est de contrôler les populations, de vacciner les enfants et à terme de remodeler tout le système éducatif français pour, par l'accumulation de traumatismes, fabriquer un nouvel homme. Enfin, c'est ça l'objectif à terme. Donc qu'on assure être des bons républicains et qu'on soit attaché au droit national et international, ça compte à mon avis très peu dans la balance. Voilà, désolée pour cette note de fin un peu amère. Malheureusement, pour moi, à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé de solution. C'est hyper angoissant parce que je me dis à la rentrée de septembre 2021, j'aurai peut-être plus le choix, je vais peut-être être obligée de mettre mon enfant à l'école avec un masque ou avec un vaccin sous la peau. Mais que faire que faire? Voilà, à l'heure qu'il est, j'ai pas de mots pour rassurer malheureusement les parents qui nous écoutent. Ah c'est pas le but de toute façon. À part la prière. Hein. Ouais, mais je vois pas ce qui peut nous sauver, personnellement. Merci Carmen. Merci. Allô. La libre antenne de RFM. Les auditeurs ont la parole. L'enfant qui sort du système scolaire, c'est pas pour autant des décrocheurs, c'est pas pour autant des cassos. Très souvent, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que l'enfant ou l'adolescent qui est récalcitrant vis-à-vis du système est un branleur, enfin qui ne fait rien. Et en fait, très souvent, c'est que la rigueur et la discipline qu'on lui demande, il l'aperçoit comme étant illégitime. Il y voit dans tout ce qu'on lui demande aucune utilité ni aucune nécessité. Alors que dans le fait de créer des choses de lui-même avec du bois, d'aller nourrir des poules, il voit à quoi ça sert de manière directe, de manière organique. Il y est relié naturellement. Et ça dénote du fait quand même que l'école à la maison, ça sort du piège gauchiste de la réaction face à une école décadente qui essaye de formater les cerveaux des enfants. Le piège gauchiste, c'est le fait de refuser toute forme de rigueur, toute forme de discipline, toute forme de règles, toute forme de cadre. Alors qu'en fait, l'important, c'est pas tellement les règles et les cadres en eux-mêmes que plutôt l'objet de l'effort qui est demandé. Un enfant qui est totalement récalcitrant en réaction vis-à-vis du système scolaire, il peut trouver de la joie dans un effort, dans des objets que ne propose pas la scolarité. Finalement, l'instruction en famille, là on en reparlera aussi plus tard dans l'émission, c'est que au-delà des enfants qui se reconnaissent pas dans l'éducation nationale, c'est aussi les parents qui ne reconnaissent pas leurs valeurs et les choses qu'ils veulent apprendre à leurs enfants dans l'éducation nationale. Donc il y a deux choses. Non mais c'est vrai ce qu'on dit sur la discipline, c'est que oui, la discipline c'est pas une question d'instruction, c'est une question d'éducation. Normalement la discipline, elle s'apprend dans la famille ou tout au long de la vie. Et ce qu'il faut dire, c'est que les enfants en fait sont des imitateurs nés. Si vous voulez que vos enfants soient disciplinés, soyez disciplinés vous-même en fait. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'exiger quelque chose de l'autre quand on l'exige d'abord de soi. Comme Jésus le disait. Et oui.
Voyez, et c'est pareil, je pense que tout ce qui a été évoqué là sur l'histoire du jeu, faut pas oublier qu'on est dans un monde aujourd'hui consumériste, où on a inventé tout un tas de jolis jouets en plastique qui font du bruit avec des couleurs primaires pour exciter les enfants, alors qu'en réalité, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, dans aucune civilisation à aucune époque, et qu'on crée une différence entre les enfants et les adultes, alors qu'en fait, les enfants sont des adultes en devenir, et que tous ces jeux-là, ça les met dans un monde qui n'existe pas, en fin de compte. Et que du coup, le fait de mettre en opposition le jeu et l'apprentissage, je crois pas que ce soit une bonne conception du monde. Vous voyez, c'est pareil pour reparler des paradigmes. Si on revient à comment c'était et que ça a toujours été, c'est pas le jeu qui permet du coup d'apprendre. Alors après, il faut aussi voir ce qu'on entend par jeu. Juste pour finir mon propos, quand on regarde les enfants avant, bon, mettons, on jouait à la poupée, ce genre de truc, mais tu pouvais du coup apprendre à tricoter, t'apprenais à écrire, t'apprenais à faire des dessins. C'était mimer les actes des adultes. C'est ça, c'est un truc d'adulte. En fin de compte, de dessiner, après que tu dessines comme un enfant quand t'as un enfant, et puis comme un adulte quand t'as grandi, c'est une chose. Mais c'est une évolution dans une matière. Peut-être que à la place de jouer, c'est peut-être un mot qui est impropre, c'est peut-être expérimenter. Ouais. Enfin, c'est faire l'expérience du monde. Et donc, quand on dit le mot jouer par le jeu, on veut dire par l'expérimentation. Ouais, mais je pense qu'il faut plus opposer, et encore pas opposer, mais faire une continuité entre théorie et ensuite pratique. Mais du coup, l'éolienne, c'est un bon exemple. Ouais, c'est ça. Et juste une dernière chose pour pas se perdre, c'est dans l'idée de la cuisine, c'est une application du coup de la physique-chimie, qui à la base était une seule matière. Ça s'appelait l'alchimie, ceci étant. Et en fait, c'est très récent que le jeu et l'apprentissage ont été dissociés. Ça par la société marchande. Sinon, depuis toujours, le jouer, c'est apprendre. On voit les petits animaux qui jouent à apprendre à chasser. Bah, c'est de l'apprentissage. Et avant, les enfants jouaient à la guerre. En jouant à la poupée, on apprend à s'occuper d'un bébé. Et c'est la société marchande qui a rendu des jouets inutiles simplement pour les vendre. Ouais, c'est une extension de marché. Voilà. C'est vrai que quand on voit les chatons se jeter les uns sur les autres, c'est un jeu, mais c'est l'apprentissage de ce qu'ils seront plus tard. Même un enfant, naturellement, tout ce qu'on lui propose, il le transforme en jeu parce que c'est sa nature. Mais du coup, la question qui serait à se poser, c'est qui a transformé ça en marchandise? Nous ne savons pas. Oui, qui a dissocié l'apprentissage de l'enthousiasme. Et quand on parle de jeu, en fait, un adulte peut jouer toute sa vie. Un adulte peut apprendre, être un enfant toute sa vie et jouer. Et en fait, continuer à apprendre et à grandir. Comme ça. Ça va dans le sens de ce que disait Alexandra. C'est la dissociation claire entre l'enfant et l'adulte, et finalement très récente. Et qu'avant, l'apprentissage de l'enfant n'était que finalement une préparation à l'âge adulte. Parce que le tout est une continuité. Je dirais vraiment que c'est une continuité en fonction déjà de la force physique que tu as et de l'appréhension spatiale et du nombre de mots que tu as en tête. Et en plus, c'est vrai que on voit ce changement, notamment, là, ça m'y fait penser, dans les dessins animés et les films qu'on montre aux enfants. Par exemple, et sur YouTube, il y a des youtubeurs très connus, non complotistes, qui parlent de ça. Par exemple, Le Monde sans fin. Le loup qui fait très peur à l'enfant qui est dans ce film-là. Et ce sont, dans ce film, des leçons qui sont très adultes. Et que les enfants, à cette époque-là, ont intégré. Et ils sont pas devenus soit schizophrènes, soit malades mentaux, soit traumatisés. C'était des leçons qui étaient finalement très adultes et qu'on enseignait aux enfants pour les préparer au monde. Et maintenant, on les maintient dans des bulles. Et finalement, ça donne pas des enfants, ça donne des adolescents qui ne grandissent plus. Et du coup, ça donne la télé-réalité. Je vous invite à regarder. Je vous assure que si vous voulez voir des enfants qui ont grandi et qui sont restés des enfants, franchement, c'est sidérant. Oui, non, c'est des demeurés qui sont restés des demeurés. Non, mais oui, mais tout ça, c'est fait exprès. Des enfants. C'est fait exprès. Non, mais ce sont vraiment des relations d'enfants. Et on les voit, en plus, maintenant, encore avant, quand c'était Love Story avec Loana, les relations de cul, c'était vraiment très... c'était juste... ils osaient à peine le montrer. Maintenant, c'est que ça, et on le voit dans les relations entre les hommes et les femmes, et entre hommes maintenant, que vraiment, c'est incroyable. Ils n'ont pas grandi.
Tout ça pour dire que c'est quand même une volonté, parce que plus les gens sont bêtes, plus ils sont bêtes, en plus qui s'approchent des bêtes, plus ils sont malléables, et telles les vaches qui partent à l'abattoir, c'est facile de conduire toute une population à avoir pas conscience de la réalité dans laquelle il vit et de quel changement de paradigme on l'entraîne. Bon, pour revenir à l'éducation en famille, c'est vrai que Carmen nous montre que finalement, quand on fait l'éducation en famille et qu'on porte attention au rythme naturel de l'enfant, et ben en fait, ça se fait très simplement. Que l'enfant trouve un rythme naturel, qu'il se lève assez tôt, qu'il a la soif d'apprendre, et qu'en fait, l'effort ne se fait pas au niveau de l'enfant. Qu'on n'a pas besoin de le forcer à apprendre et à vouloir découvrir le monde. Un enfant en bonne santé, de la même façon qu'il ne se laisse pas mourir de faim, et ben il se complaît pas dans sa léthargie. Il veut découvrir le monde. Et en fait, l'effort se fait plutôt sur les parents pour réapprendre la patience d'instruire et d'apprendre aux enfants comme nous on était. Et on se revoit finalement, nous, en étant enfants. Et ça donne vraiment, finalement, une connexion avec notre enfant et ça nous relie avec ce qu'on disait avant de un enfant, c'est un adulte en devenir. On se revoit, nous, enfants. Et ça recrée un lien naturel. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien se passer complètement de livres de cours, de leçons, de scolarité, même à la maison. Je veux dire, on peut se passer d'école à la maison et on peut faire de l'instruction en famille. Alors après, du coup, c'est aussi un peu refaire la roue, pour reprendre l'expression de certains, parce que du coup, si tu, il y a des gens qui se sont quand même posé la question pour faire des Becherel et des trucs qui sont des bonnes méthodes, qui fonctionnent bien, qui ont été utilisées pendant longtemps. Et c'est quand même aussi un peu dommage de pas, parce qu'apprendre à lire à un enfant, si tout à l'heure tu précisais que c'était pas facile pour tout le monde d'apporter la discipline aux générations suivantes, c'est pareil du coup pour apprendre à lire ou à écrire. Pour rebondir sur ce qu'a dit Carmen à propos des manuels et des livres des années 70 qui disposent d'un vocabulaire beaucoup plus fourni, je tenais à dire que moi personnellement, dans mon apprentissage des langues étrangères, je travaille avec des manuels scolaires qui datent de plus de 60 ans, des manuels scolaires qui ont été édités dans les années 50 ou 60, qui sont beaucoup plus petits que les manuels actuels et beaucoup plus exigeants. Donc, par exemple, pour vous donner une équivalence, j'ai passé le niveau B2 en allemand et ça équivaut, dans un manuel scolaire des années 50, au niveau 4e. Et on y fait des exercices très répétés, très rigoureux, on y apprend des poésies, on lit en gothique, on voit des vieux contes et ça n'a rien à voir avec les programmes d'aujourd'hui qui sont centrés sur l'écologie, sur le féminisme, sur le tourisme ou sur la Seconde Guerre mondiale. Bon là évidemment on voit d'abord l'idéologie qui est derrière, en gros le progressisme, et ensuite la chute de la qualité de l'instruction. On veut faire de nous des gens débiles. Même dans les livres de cuisine, parce que ma mère, oui je parle de ma mère, cherche des livres de cuisine avant les années 50. D'autant que si je me réfère au livre La face cachée de l'école édité chez Contre-Culture de Arnaud de Toxin, l'éducation nationale est le premier budget de l'État avec 62 milliards d'euros après le service de la dette, c'est vrai. Mais que ça n'aide pas en fait à relever le niveau et que malgré tout l'école s'enfonce. Et parce que c'est fait exprès parce que c'est ce ministère-là qui permet à tous les autres de se socler sur ça et de pouvoir manœuvrer toutes ces populations, parce qu'une fois de plus, on est quand même de plus en plus nombreux sur n'importe quel territoire et puis bon, grosso modo sur Terre. Et comme il faut bien réussir à tenir tous ces gens, à leur faire en plus accepter des trucs qui sont pas si naturels que ça, il faut bien les abrutir. Les mauvais élèves d'aujourd'hui donneront les professeurs de demain, je veux dire. Allô ? La libre antenne de RFM. Les auditeurs ont la parole. Oui, effectivement, en fait, on joue sur l'ignorance des gens pour créer la peur. C'est-à-dire que on fait en sorte que les lois elles soient inaccessibles au plus grand nombre, tout le monde les ignore, et parfois même les administrateurs, comme il vient de le dire, pour que les gens aient peur, croient qu'ils sont totalement démunis face à la loi et qu'ils sont obligés de faire des choses, et pour mettre aussi le gouvernement dans une situation de toute puissance. Enfin, tout ça, ça résume un peu ce qui a déjà été dit plusieurs fois sur le fait qu'il y a un abêtissement quand même de la masse dont on fait malheureusement partie. Faut pas oublier que nul ne doit ignorer la loi et le fait que les gens aient pas envie de faire l'effort de savoir ce à quoi ils ont droit, sauf peut-être des allocations ou ce genre de choses, c'est quand même pas très normal en tant que citoyen d'un pays. Et c'est la définition même de l'idiotie. Mais c'est vrai qu'en étudiant la loi, on se rend compte à quel point c'est simple. De faire de l'école à la maison ou l'instruction en famille, que c'est sur simple déclaration,
Et donc tout cela nous paraît tout de suite moins anxiogène, et ce qui pourrait en étonner certains, visiblement. Contrairement à ce qu'ont dit Carmen et Isole. Disons qu'il y a un côté, ça va de soi. C'est pas faux. Oui, voilà. En plus, ça rend une certaine souveraineté, ce qui va de pair avec l'idée du père, de la mère qui n'est pas dépossédé de son droit parental. Et finalement, si on ne prend pas en compte la contrainte budgétaire avec le fait que la femme doive travailler, on peut aussi se dire que toutes les personnes qui n'ont peut-être pas osé, parce que moi j'ai des amis qui ne travaillent pas, mais ne se sont pas sentis de donner des cours à leurs enfants. Peut-être que finalement, puisque rien n'est poussé dans ce sens-là, ça fait qu'elles se sont retenues, alors qu'elles auraient pu plus facilement que ce qu'elles ne croient instruire leurs enfants pour les premiers niveaux scolaires, en tout cas les premières années d'école. Peut-être vaut mieux 1 heure de bonne explication que 8 heures d'explication diffusée à 30 élèves ou impersonnelles. Oui, on peut aussi parler du temps précieux qui était perdu à l'école, du temps un peu parasité par des choses vraiment qui sont hors cours, voilà. En faisant un petit sondage autour de moi, j'ai appris quelque chose d'assez amusant, c'est que une femme qui faisait l'école à la maison à sa fille, en fait, a réussi à lui faire 2 années en une. C'est-à-dire que je crois qu'elle faisait du cours avec le CNED, et en fait, il s'agissait que de valider un certain nombre de devoirs au fil de l'année, etc. Il y avait un calendrier à respecter. Et alors, elle en avait sans doute les capacités, le temps et puis l'envie. En fait, elle a validé son année de 3e de septembre à janvier ou février, et puis le reste de l'année jusqu'à juin, elle a validé sa classe de seconde. Comme quoi, sans doute, il y avait un temps précieux de gagner. Ouais. Mais ça me paraît évident. C'est pas faux. Je pense que l'on s'approche tout doucement vers la fin de cette émission, et donc je voulais parler d'un livre qui est sur le sujet, qui s'appelle « Et je ne suis jamais allé à l'école, histoire d'une enfance heureuse » d'un certain André Stern. Alors, il a écrit un livre des éditions Actes Sud, mais il a aussi des vidéos sur YouTube où il parle, en fait, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école et qui n'a pas suivi de cours non plus, pas de cours à la maison, qui n'est jamais allé à l'école et qui explique comment il a grandi et comment il a très bien vécu. Enfin, son expérience est assez intéressante. Ouais, je vous invite juste à aller, si vous voulez écouter ou lire son livre. Il est journaliste, compositeur, luthier et auteur, voilà, et conférencier. Et alors, votre point de vue sur tout ça, ça a étayé votre réflexion? Vous aviez quel postulat avant? Ça vous a donné envie de faire ça pour vos enfants? Un petit tour de table, là, sur 2-3 d'entre vous? Monsieur V, qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé tous ces témoignages très intéressants. J'en ai appris beaucoup plus sur l'instruction en famille, l'école à la maison. D'autant que ça donne de plus envie de tenter cette expérience quand on voit la baisse du niveau de l'école, quand on voit la contrainte que nous fait prendre au-dessus de la tête, à savoir l'école obligatoire le plus tôt possible, les programmes bourrés d'idéologie et la baisse spectaculaire du niveau. C'est vrai que ça donne envie d'aller faire l'école dans son coin et même à la limite, je dirais, de faire sa propre société dans son coin, parce que là, je parle même pas de surréalisme, mais il est quand même temps de redevenir autonome, de redevenir des citoyens responsables, ou des hommes tout court, ou des femmes tout court, voilà. Là, j'aurais pas dit mieux. Non, au-delà de la réaction par rapport à la société, je pense que ce que j'ai pu retenir, c'est le bien fondé de l'enfant et qu'est-ce qui est le plus approprié pour l'enfant. Finalement, c'est mieux d'apprendre en famille, ça participe à une démarche de retour au naturel, de chercher le bien-être optimum pour l'enfant. Et finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, moi, ça me conforte dans l'idée que lorsque j'aurai des enfants, j'ai envie de les éduquer et leur apprendre des choses que ne leur apporteront pas l'école et que ne peuvent pas leur apporter l'école du fait de sa structure même, notamment dans l'apprentissage des langues étrangères, dans l'apprentissage des principes de base de la survie dans la nature, de la présence avec les animaux, du voyage, des choses comme ça. Et ça fait plaisir d'entendre des personnes qui s'émancipaient de ce carcan idéologique. J'allais le dire. Quentin-Marie. L'école à la maison, finalement, on s'en fait tout un monde, mais c'est assez simple. Et la loi le permet très facilement et assez librement, même si c'est de moins en moins le cas. Et en plus, on peut le faire, apparemment, quand on le décide. On se rend compte aussi que l'école publique, à la base, c'était pour prendre la relève des parents, quand ceux-ci étaient incapables d'instruire leurs enfants, et que maintenant, c'est le contraire. On voit aussi que ça évite très facilement, finalement, les méfaits de l'éducation nationale, dont on se plaint régulièrement, et ça recrée le lien avec les enfants. On reprend finalement avec ça, dans notre époque actuelle,
notre place de père, de mère, et finalement d'hommes et femmes qu'on n'aurait jamais dû quitter. Vaste sujet, dont découlent des points de vue parfois discordants. Nous espérons avoir étayé votre réflexion. Pour conclure, je souhaite mettre l'accent sur l'importance de comprendre les tenants et aboutissants de cette période que nous vivons, avant que d'autres prennent des décisions à notre place, et tant que nous pouvons encore le faire. Pour clore mon propos, je voulais partager avec vous tous cette information, étant curieuse de savoir ce que signifiait dans son application la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République de janvier 2015, initiée par Najat Vallaud-Belkacem et Manuel Valls. Elle se réalise autour de 3 axes. Je ne m'attarderai pas sur les 2 premiers. Le 3e étant le suivant: la laïcité et la transmission des valeurs de la République. Elle s'incarne dans la réalisation d'une charte sur la laïcité et sur le fait de connaître l'hymne, le drapeau, la devise de la République française et le calendrier des dates importantes qui sont les suivantes. Le 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale. Le 27 janvier, la journée de mémoire des génocides et des préventions des crimes contre l'humanité. Le dernier dimanche d'avril, journée de souvenir des victimes de déportation. Le 8 mai, fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 juin, journée nationale de mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Le 27 juin, journée nationale de la résistance. Et le 9 décembre, la journée nationale de la laïcité en mémoire de la loi de séparation entre l'Église chrétienne catholique et la République de la même date de l'année 1905. Nous vous laissons à votre réflexion, sans oublier que le but est de nous changer de paradigme. Chers auditeurs, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous aura éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, on essaiera de les lire et d'y répondre. Peut-être vous reverrai-je à la prochaine émission. Monsieur V et Alexandra y seront sans faute. Force et fidélité, à une prochaine fois.